J'ai arrêté de respirer en même temps que certains de mes personnages, en même temps que Lucas, qui descendait dans ses profondeurs. J'étais vraiment, non seulement avec lui, mais j'étais lui aussi. Égypte, aujourd'hui, Dahab, le point, le spot de plongée, un des plus connus d'ailleurs, hein, le Blue Hole, où se déroulent les championnats du monde. Donc Lucas, un plongeur issu d'une famille de plongeurs, malheureusement son père a perdu la vie dans le Blue Hole, qui est également appelé, et ça c'est véridique, le cimetière des plongeurs. Donc c'est très engageant tout de suite, ça met dans l'ambiance. Et donc Lucas a sa mère qui a failli y rester, qui a des lésions pulmonaires suite à un ADD, accident de décompression, à vie. Donc elle est en fauteuil roulant et avec un concentrateur d'oxygène, enfin un respirateur, etc. Elle est sous assistance respiratoire et elle va le regarder via évidemment la vidéo visio et GoPro. Elle vit en Italie et Lucas a aussi sa petite amie Claire, Torres, qui va participer également au championnat, mais elle est déjà championne du monde en titre. Donc bon, elle le suit également. Toutes ces femmes, voilà, ces trois femmes suivent très attentivement ce qui va se dérouler. Donc le coach également de Lucas, qui l'a préparé en amont, Amir, est sur les lieux, mais à la dernière minute, la médecin de ces championnats a déclaré que Amir, qui est aussi apnéiste de sécurité, c'est-à-dire l'un des anges gardiens qui se tiennent à différents paliers pour vérifier les constantes et suivre un petit peu la progression de l'apnéiste, eh bien Amir ne pourra pas l'accompagner parce qu'il a eu une arythmie qui, d'après le médecin, la médecin a empêché, donc empêche Amir de se lancer aussi avec Lucas. Et Lucas, le compte à rebours est lancé, Lucas se concentre, ça nous rappelle peut-être quelques images aussi du Grand Bleu, évidemment, même la couverture quelque part, c'est un Grand Bleu plus inquiétant. Évidemment, voilà, ça reste là un thriller qui nous entraîne dans les profondeurs. Et Lucas va plonger, sachant que son parcours, en fait, c'est de descendre à peu près une cinquantaine de mètres et ensuite prendre horizontalement l'arche qui s'appelle la cathédrale aussi, qui est une formation rocheuse naturelle dans ce gouffre. Et à la sortie de l'arche, donc il a normalement une caméraman qui va filmer tout ça, lui, il va remonter. Il y a un autre filin le long duquel il remontera avec un apnéiste de sécurité qui est posté normalement là. Et donc Lucas s'apprête à plonger, il est concentré et le top départ est donné. Lucas s'élance, descend, voilà, on suit un petit peu sa progression, sachant que les poumons deviennent de la taille de 2 points au fur et à mesure qu'à une certaine profondeur, à une trentaine de mètres par exemple, les poumons se réduisent, se contractent vraiment. Et en fait, on ne respire plus vraiment. Il y a une petite réserve d'oxygène voilà, l'apnéiste prend avant de plonger, mais c'est surtout dans sa tête qu'il respire. Et Lucas descend, et à un moment donné, tout se brouille, l'image se brouille, et force est de constater que après d'interminables secondes, minutes, etc., que Lucas, on ne sait pas où il est passé, il a disparu. Et on n'a plus du tout de signe de vie. Et Amir, vraiment le cœur déchiré, le cœur lourd, annonce que Lucas a disparu. Voilà, donc les championnats sont interrompus. Et là commence vraiment
déjà, évidemment, les interrogations, tout le monde est consterné. Bon, sa mère, qui a une certaine... bon, on le verra plus tard dans le roman, hein, mais c'est une famille très particulière. La mère est fusionnelle avec son fils, mais également très très dure, narcissique, un profil très particulier. Et donc, bon, elle va aborder la question dans le rapport à son fils, évidemment. Et puis, il y a la sœur aussi. Et en fait, il y a ces 3 femmes qui ont assisté, évidemment, impuissantes, sauf Claire, bon, qui est sur place. Mais malgré tout, voilà, elle a suivi sur écran. Et à partir de là, elle va évidemment... Tout va s'enchaîner rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ça fait partie des risques du métier, puisque je me suis un peu inspirée là je ne pitch plus, hein, mais de la disparition réelle de Natalia Molchanova, qui était une championne mondiale d'apnée russe. Son fils aussi a pris le relais. Et elle, au large des Baléares, enfin, il y a un spot aussi là-bas de plongée, de championnat, donc elle a disparu, elle s'est complètement volatilisée. Des moyens de recherche vraiment perfectionnés, comme un robot sous-marin, enfin, ont été utilisés pour tenter de retrouver son corps, et on n'a retrouvé aucune trace. Donc, bah, la théorie, c'est que elle a peut-être eu un malaise, ou voilà, avec la pression, hein, parce qu'elle descendait quand même à plus de 100 mètres, ce qui est quand même, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, avec la pression de l'eau, le corps a tout simplement pu être pulvérisé. L'eau est un élément extrêmement romanesque en soi, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une rivière qui coule au milieu, ou un lac, dont les profondeurs aussi sont mystérieuses, souvent, la mer, les océans, voilà, tout ça c'est fascinant, parce qu'on ne connaît que très peu, finalement, sur les abysses. Bon, là, ce n'est pas non plus un roman sur les abysses, hein, attention, hein, ça reste, voilà, autour... le point de départ, et autour de cette disparition, il y a bien sûr tout ce qui va en découler, le phénomène aussi du deuil, mais pour moi, la disparition en matière de thriller reste un thème très fort, parce que c'est vraiment ce qui pose le plus de questions, parce que quand on enquête sur un meurtre, ou bon, et qu'on retrouve le corps, bon, évidemment, il y a une enquête, et l'intérêt aussi, c'est de savoir, de trouver le meurtrier, de savoir quelle a été, enfin, la victime, dans quelles conditions, etc. Elle a été tuée. On a le corps, mais la disparition, pour moi, c'est vertigineux. Je veux dire, dans beaucoup d'affaires, les disparitions restent le plus grand suspense. Même les disparitions aussi, pas seulement de la supposée victime, mais également du supposé meurtrier. Je pense à Dupont de Ligonnès, qui a disparu de la surface de la Terre. Bon, on va dire, il y a différentes théories là-dessus, mais voilà, c'est... donc j'ai voulu exploiter ça et explorer aussi tout ce qui peut se passer en apnée dans l'esprit de chacun des proches également, avec tout ce que ça implique comme aspect relationnel, que ce soit avec le coach, évidemment, avec Claire, avec évidemment la mère de Lucas, qui, on va voir, aborde ça d'une façon assez particulière, aussi la disparition de son fils. Donc voilà, c'est le deuil, mais pas seulement. C'est vraiment le mystère autour d'une disparition et de ce qui va suivre, parce qu'on peut dire qu'il y aura une découverte
qui va évidemment faire avancer et déclencher vraiment l'enquête, hein, parce que tant que Lucas, évidemment, n'a pas été retrouvé, on peut tout imaginer, mais pas forcément un meurtre, justement. Pas forcément. Tu abordes beaucoup la pratique des sports extrêmes et un peu le mental qu'il faut à ces athlètes, à leur famille. On comprend ou on ne comprend pas parce que c'est vraiment une manière de vivre qui est totalement particulière. Toi-même, tu es attiré par les sports extrêmes? Fasciné par les sports extrêmes que je préfère admirer, regarder. Bon, alors, j'ai fait du sport, un sport qui n'est pas un sport extrême, mais qui est un des sports les plus dangereux, malgré tout, puisque en traumato et aux urgences, eh bien, c'est après les accidents de moto, c'est la deuxième cause de fracture vraiment très sévère, soit de la colonne vertébrale, soit de trauma crânien, c'est l'équitation. Donc j'en ai fait, on va dire, des années, j'ai commencé toute petite. Bon, après, voilà, pour moi, je ne l'ai pas pratiqué en tant que compétition, que voilà, c'était tout à fait. J'ai fait un petit peu de saut d'obstacle, mais bon. Et en fait, comme j'aime me défier aussi et me confronter à mes peurs, eh bien j'ai le vertige. Voilà, ça m'est arrivé un jour sur la Soufrière, donc le volcan en Guadeloupe. Je n'avais pas du tout le vertige avant et ça m'est tombé dessus. Donc je n'ai jamais compris pourquoi. Et après, j'ai fait du parapente des années plus tard. Bon, je me suis dit, j'ai quand même, je me suis renseignée avant, et le vertige, eh bien, n'existe que finalement quand on est sur un socle statique. C'est-à-dire que quand voilà, on est au bord du vide, mais en parapente, on ne l'a absolument pas, le vertige. Voilà. Donc, c'est juste... je me suis essayé à ça, l'apnée absolument pas, à part un peu de snorkeling, mais mon sport extrême, c'est la littérature, c'est l'écriture plutôt. Voilà, c'est évidemment, même en lisant, hein, j'éprouve heureusement des émotions, des sensations fortes, etc. Et bah, que j'ai voulu transmettre aussi à mon tour en écrivant. Et donc ça, c'est mon sport extrême, parce que on se met en danger. Tu rends vraiment ton texte très étouffant, on le ressent en tant que lecteur presque physiquement. Tu l'as ressenti toi-même en écrivant, ou bien c'était vraiment purement narratif, une manière de nous piéger? Alors les deux bien sûr, mais on ne peut justement rendre ça et donner ces sensations au lecteur qu'en les éprouvant soi-même. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je me dis. Ça fait partie de mon côté empathe, hyper empathe, etc., sans doute, et de cette capacité, en fait, à me dissocier et vraiment à vivre ce que vont vivre mes personnages, à ressentir, mais tout au plus profond. Donc oui, quelque part, j'ai arrêté de respirer en même temps que certains de mes personnages, en même temps que Lucas, qui descendait dans ses profondeurs. J'étais vraiment, non seulement avec lui, mais j'étais lui aussi. Tu conseilles quoi? Est-ce qu'on peut lire tes livres un peu dans le désordre? Est-ce qu'on a le droit? On a tous les droits, heureusement, c'est ça qui est génial. Vraiment, ça va dépendre aussi de l'approche personnelle du lecteur. J'ai souvent cette question sur les salons, etc. Comment je vous connais pas, comment je pourrais vous découvrir, par quoi me conseillerez-vous de commencer, par lequel, etc. Et alors, il y a des lecteurs. Bon, je vais présenter un petit peu voilà, mes romans. Il y a des lecteurs qui vont vouloir commencer par mon tout premier. Voilà, pas de problème. Mon premier thriller, c'est Le Hameau des Purs. Mon tout premier roman, c'est La Journée d'un sniper, qui n'était pas un thriller, mais bon, c'est quelque chose d'assez sombre quand même. Voilà. Et
on peut me découvrir avec Anna Baxter, effectivement, si le lecteur, là encore, je demande aussi, est-ce que vous aimez vous attacher à un personnage récurrent? Donc là, effectivement, ben voilà, j'ai une proposition. Parfait, ça tombe bien. Il y a la profileuse Anna Baxter, qui est très décalée, très rock. Et puis, il y a les one-shots. Là, on peut absolument, effectivement, lire dans le désordre pour les lecteurs qui ne seront pas attachés forcément à la chronologie, mais il y en a qui sont attachés à la chronologie pour voir l'évolution d'un auteur, évidemment, de son écriture, parce qu'il y a, et heureusement, une progression ou pour d'autres lecteurs peut-être une régression, j'en sais rien, mais en tout cas oui, ils vont vouloir suivre cette chronologie. Mais on peut commencer par on peut commencer par apnée, hein. Tu as un énorme charisme. Alors je sais pas si toi tu le sais, mais par exemple avec ton regard, ta façon de répondre, de parler aux personnes, est-ce que tu es consciente que parfois, venir face à toi, c'est mettre les lectrices et les lecteurs en apnée, eux aussi, qu'on a derrière la table cette aura un peu spéciale, au-delà de ton immense talent, il y a quelque chose comme ça qui est magique quand on vient te voir ou quand on t'écoute. Je peux pas expliquer, on me le dit, oui, c'est récurrent. On me le dit depuis, voilà, et peut-être ça s'est accentué aussi avec... depuis que je suis vraiment dans l'écriture et que c'est devenu mon métier, que j'interviens sur des salons, des conférences, etc. Est-ce que ça se cultive? Il y a des choses, forcément, l'aisance en public se cultive, hein, bien sûr, sur les plateaux télé, etc. Tu peux améliorer ta façon peut-être de t'exprimer, voilà, mais le charisme... Ça m'échappe aussi à moi-même, hein. Le fait, oui, on me dit, t'as un charisme, t'as une aura, etc. Mais moi, je sais ce que c'est quand je regarde d'autres personnes qui ont du charisme. Voilà, je sais évidemment identifier ça, mais me concernant, je ne sais pas. Je suis hyper timide. Depuis toute gamine, j'étais sauvage. Mes parents s'inquiétaient, ils se disaient mais est-ce que ça sera pas une sociopathe plus tard? Non, je rigole, mais j'étais pas très très loin. En fait, ils me poussaient vers les autres. J'avais beaucoup de mal en fait à aller vers les gens, vers les autres. Et donc, oui, et en même temps, j'aime, même si l'humain, c'est quand même très complexe et il y a des choses qui me révulsent vraiment chez l'humain, mais j'aime les gens aussi. Donc, il y a vraiment cette dichotomie qui était presque comme une sorte de dissonance, quoi. Avoir peur, j'entends, hein, c'est pas une peur, mais c'est plus la peur de me livrer. Voilà. Bon, c'est peut-être pour ça que j'écris des livres, d'ailleurs.